Parfait, très bien. Ok. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes tous en très bonne santé, ainsi que vos proches. Donc, je suis Farouk Jlidi. Je serai, Inch'Allah, votre enseignant en théorie de langage et automate. Certains d'entre vous ont déjà eu un module en programmation avec moi lors de leur première année. J'arrive à identifier quelques-uns d'entre vous. Parfait. Donc, on va se rencontrer tout le long de ce semestre-là pour voir et travailler ensemble dans le cadre du module théorie de langage et automate. J'espère encore une fois que vous êtes en très bonne santé dans ces conditions sanitaires. Malheureusement, donc, pour tout le pays, prenez soin de vous encore une fois. Nous allons commencer ce module-là en mode distanciel, comme vous le savez déjà. Donc, espérons que la situation sanitaire elle va s'améliorer, Inch'Allah, dans les prochaines semaines. Si c'est le cas, alors on va reprendre avec le mode présentiel, c'est-à-dire à l'école. Donc, d'ici l'amélioration de la situation, on va aborder notre enseignement en mode distanciel. Donc, on va se voir tout le long de ce semestre pendant 3 heures chaque semaine. 3 heures chaque semaine, ça va faire pendant les 14 semaines de ce semestre, ça va faire 42 heures, en tout et pour tout, 3 heures par semaine. Donc, comme vous le savez déjà, vous avez déjà assez d'expérience. Donc, ce qui est sûr que un étudiant ne peut pas tenir 3 heures d'affilée pour une séance synchrone en mode distanciel. Donc, certainement, il va y avoir des hauts débats concernant la concentration, concernant l'intérêt. Donc, ce qui est sûr, on va aller selon votre rythme, bien sûr. Donc, ne vous en faites pas à ce niveau-là. Dès que je remarque un petit relâchement au niveau de la participation et l'interaction des étudiants, j'arrête la séance, vu que ça ne sert à rien de continuer avec une concentration qui est amoindrie. Donc, dans les meilleurs des cas possibles, on peut atteindre les 3 heures, mais d'une manière générale, et par une simple expérience, on peut arriver à faire 2h30 avec une concentration plus ou moins bonne, voire même très bonne. Donc, une fois que je remarque qu'il y a un petit relâchement, j'essaierai de ralentir la séance et de la clôturer indirectement. Donc, d'ici la semaine prochaine, on va entamer les choses essentielles concernant ce cours-là. Donc, cette séance, elle sera consacrée à une présentation générale du module, la mise dans le cadre de ce module-là et l'utilité de ce module dans votre cursus d'ingénieur, à quoi ça va servir cette théorie de langage et automate, cette fameuse matière de TLA. Certainement que vous avez déjà entendu parler de cette matière-là. Certainement, vous avez des collègues, soit en 3e année A ou bien en 4e année Info B, soit de l'année dernière ou bien vos collègues de 3e année A de cette année-là. Donc, certainement, vous avez entendu plus ou moins des appréciations concernant ce module-là. Certains d'entre eux, ils peuvent vous dire que c'est un module qui est difficile. D'autres, ils peuvent vous confirmer que c'est un module qui est abordable. D'autres, ils vont le caractériser comme étant un module un peu spécifique. Donc, pour vous mettre à la page et
sans vous cacher rien du tout. Ce n'est pas un module qui est difficile. Non plus, ce n'est pas un module qui est facile et abordable, mais c'est un module qui est délicat. C'est un module qui est délicat. Délicat, autrement dit, il est différent aux autres modules, c'est-à-dire il est différent dans ses concepts, dans ses acquis d'apprentissage, dans ses objectifs. Ce module, il est totalement différent des autres modules, à savoir la programmation, la base de données, la conception. Donc, c'est une autre manière de voir les choses. Pour vous mettre à la page, le module théorie de langage et automate, comme on peut l'appeler aussi TLA. Le T, c'est pour la théorie. Le L pour les langages. Et finalement, le A pour les automates. Donc, théorie des langages et automates, c'est un module qui se divise en deux parties. Essentiellement, on a deux parties qu'on va aller voir. Premièrement, c'est la TLA, la théorie de langage et automate. Et deuxièmement, c'est la technique de compilation. Technique, ce sont plusieurs techniques de compilation. Donc, en fait, c'est un module qui est deux en un. Donc, il y a une première partie et une deuxième partie, théorie de langage et automate, accompagnée de la technique de compilation. Donc, durant ces 42 heures, on va se voir 3 heures par semaine. Donc, ce sera en mode distanciel pour le moment, avec le Google Meet. Donc, je vais vous envoyer très prochainement les invitations concernant votre classroom de la théorie de langage et automate. Donc, veuillez accepter dès la réception de l'invitation. Et certainement, vous allez trouver dans votre espace Google Classroom, vous allez trouver toutes les ressources pédagogiques, à savoir le cours en lui-même, en format PDF, et l'enregistrement de chaque séance. Et aussi, on va avoir des comptes rendus à faire, des exercices à faire. Chaque partie, elle sera accompagnée d'une série d'exercices. Donc, avant même de corriger la série d'exercices, certainement, il faut la faire chez soi avant de la corriger en Meet. Donc, puisque ça ne sert à rien d'attendre la correction sans faire et sans voir les problèmes au niveau de chaque exercice. Donc, comme vous le savez déjà, vous avez assez déjà d'expérience. Donc, pour maximiser le profit des exercices et pour avoir plus de compréhension et plus de maîtrise au niveau des acquis d'apprentissage, il faut faire l'exercice avant de le corriger. Donc, je vous invite dès maintenant, c'est un conseil pour le reste du parcours. À chaque fois que je vous donne des exercices à faire comme étant un compte rendu, il faut les faire, non pas pour vous noter, non, mais c'est pour comprendre la logique de la correction. Donc, petit à petit, vous allez voir que cette matière, elle obéit à une certaine philosophie, très différente des autres modules, hein, et on va toucher à presque toutes les matières en sciences informatiques. C'est-à-dire, on va parler parfois au niveau des bases de données, parfois on va parler au niveau de la conception, parfois on va parler au niveau de la programmation. En fin de compte, la théorie de langage et automate, elle touche à toutes ces sciences-là, toutes ces matières-là. Donc, il vaut mieux être à jour, hein, essayer au maximum d'être présent et concentré au niveau des séances et aussi de faire ces exercices une fois qu'on a un compte rendu et de le remettre afin d'être à jour et revoir les vidéos pour qu'on puisse enchaîner avec les autres acquis. Donc, la première idée tout d'abord de la matière, c'est que
la matière, les parties de cette matière, elles sont liées l'une à l'autre. Donc, on dirait qu'on a une chaîne. Donc, les acquis du premier chapitre sont liés et sont nécessaires pour connaître et maîtriser les acquis du chapitre 2. Les acquis du chapitre 1 et du chapitre 2 sont nécessaires pour assimiler les notions du chapitre 3, et ainsi de suite. Donc, certainement, si un étudiant il va avoir des lacunes au niveau, à titre d'exemple, du chapitre 2, certainement, il va trouver des difficultés pour la suite du parcours. Ça, ce qui est sûr. Voilà. Pas, je vous parle par expérience, donc essayez de ne pas avoir des creux au niveau de cette formation-là, puisque tous les acquis d'apprentissage sont liés l'un à l'autre. Donc ça, c'est un deuxième conseil, à part d'être à jour. Donc c'est pour ça qu'il faut être à jour et toujours revoir la séance et l'enregistrement, même si on est présent, il suffit de consacrer 2 heures pour revoir l'enregistrement et bien assimiler tous les concepts afin de garantir le maximum de conditions favorables pour acquérir les autres concepts liés au chapitre suivant. Donc, ça, ce sont mes 2 premiers conseils. Au fur et à mesure de l'avancement, à chaque fois, je vais vous donner quelques astuces et quelques idées au fur et à mesure de l'avancement. Donc, en premier lieu, notre matière, c'est une initiation à la théorie des langages formels. C'est quoi un langage? Un langage, c'est un support de communication. Donc, les langues et les langages, ils permettent aux hommes d'échanger entre eux des informations et des idées. On peut communiquer entre les hommes avec les langages, aussi entre l'homme et la machine, aussi entre les machines. Donc, on a plusieurs types de langages. Il y en a principalement 4 types de langages. On va les détailler petit à petit. Certainement, cette matière, elle va s'intéresser aux différents types de langages. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle va s'intéresser aux différents types de ce langage, des langages plutôt, c'est-à-dire comment arriver à concevoir son propre langage. Une question qui se pose ici, à titre d'exemple, comment on a pu développer et concevoir le langage C? Comment on a pu concevoir le langage Java? Comment on a pu concevoir le langage C#? Comment on a pu concevoir la langue anglaise, la langue espagnole, la langue allemande, ainsi de suite. Donc, c'est une question qui doit se poser. Comment on a fait pour créer cette langue? Est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai la possibilité de créer mon propre langage? Exactement. Oui. Après avoir assimilé ces concepts et ces acquis d'apprentissage, à la fin de ce module-là, vous pouvez commencer à réfléchir et à concevoir votre propre langage propre à vous. Ça peut être un langage de programmation, ça peut être un langage de communication entre les êtres humains, ça peut être un langage musical, un langage entre les animaux, quel que soit le type d'utilisation de ce langage-là. Après tout et avant tout, ça restera toujours un langage, soit utilisé par les êtres humains uniquement, soit utilisé par les êtres humains vis-à-vis une machine, c'est un langage de programmation, soit utilisé par les machines entre elles. Donc, ça restera toujours un langage de programmation. Donc, certainement, ce n'est pas une tâche aussi facile que ça. D'une manière générale,
un langage de programmation, je parle de programmation, il nécessite au minimum 4 années pour être établi. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose d'abordable, mais en plus, ce n'est pas quelque chose d'impossible. C'est pas une tâche, ce n'est pas une tâche qui est irréalisable. Donc, le groupe ou bien la société ou bien l'entreprise qui a créé un langage de programmation, quel que soit ce langage-là, elle n'a aucun avantage par rapport à vous. Vous pouvez le faire, certainement pas tout seul parce que c'est une tâche qui est assez complexe, mais certainement en collaboration, des étudiants ensemble, des étudiants avec des linguistes, des experts en langue, avec des informaticiens, ils peuvent construire et ils peuvent créer leur propre langage. Donc, ça, ce qui est sûr, donc vous êtes capable et vous serez capable de concevoir votre propre langage. Qui dit concevoir un langage? Si j'ai un langage, autrement dit, j'ai un compilateur. Puisque chaque langage, il doit être analysé, exécuté. Par quoi? Par un compilateur. Donc, si on dit langage, on dit compilateur. Donc, c'est pour ça que la théorie de langage, elle est liée avec la technique de la compilation. Donc, si on veut créer notre propre langage, ceci revient à créer le compilateur qui va analyser et qui va exécuter le bout de code écrit par un développeur en ce langage-là. Donc, ce qui est sûr, théorie de langage d'une part, technique de compilation d'une autre part, ce sont deux sciences, deux parties qui sont étroitement liées. Donc, ce qui est sûr, que vous pouvez, si vous êtes intéressé, bien sûr, que vous pouvez, dans quelques années, avoir votre propre langage. Il suffit d'être ambitieux et mettre cette idée et travailler sur cette idée et sur cette idée-là, et vous pouvez avoir finalement votre propre langage qui sera utilisé par les développeurs, par la communauté des informaticiens, donc même qui peut être enseigné au niveau des universités. Donc, ce sera une très grande fierté si vous pouvez et vous pensez à s'intéresser à cette science-là. Donc, ça, c'était une idée générale. Au niveau de notre plan d'études, on va avoir plusieurs parties. Ces parties, comme j'ai déjà dit, elles sont liées. Donc, aujourd'hui, ça va être une séance de mise en situation. On va juste présenter le module. On ne va pas avancer au niveau des objectifs. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va commencer avec le premier chapitre, le chapitre 1. C'est les mots et les langages. Donc, on va avoir une introduction générale, une motivation et la partie essentielle de ce chapitre, les mots et langages. On va voir qu'est-ce que ça veut dire un mot, c'est quoi un langage, qu'est-ce qu'on entend dire par langage, à quoi ça va servir, comment on va essayer de construire un langage bien déterminé. Suite à ça, on va avoir une série de TD. Donc, on aura le premier TD, c'est les expressions et langages réguliers. Ce TD, il va être divisé en deux parties. Une partie
qui concerne le premier chapitre et une partie qui concerne le deuxième chapitre intitulé les automates finis et les expressions régulières. Dans ce chapitre-là, le chapitre 2, on va voir les expressions régulières, les automates finis non déterministes, les automates finis déterministes, les automates avec epsilon transition et les automates minimales, bien sûr, sans oublier les automates complets et l'automate complémentaire. Donc, on aura une deuxième partie de la série 1, expression et langage régulier. En plus, on va avoir une deuxième série, c'est la série 2, automate à état fini. Donc ça concerne les deux premiers chapitres. Concernant le troisième chapitre, ça va être les grammaires. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire grammaire, comment écrire une grammaire, quels sont les langages engendrés par une grammaire, par des grammaires plutôt, quels sont les types des grammaires, quelle est la relation entre les grammaires et la dérivation, comment transformer une grammaire régulière vers un automate fini, et finalement, comment transformer un automate fini vers une grammaire régulière. Ce chapitre-là, il va être accompagné d'une série d'exercices, à savoir les grammaires et les automates à piles. Concernant les automates à piles, qui va être l'objectif du chapitre 4, ici, on va mettre un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que d'après l'expérience, normalement, en mode distanciel, on n'arrive pas à aborder ce chapitre-là, faute de temps. Donc, on va voir avec vous, est-ce qu'on va arriver à le faire ou non. Donc, certainement, même si on ne va pas avoir le temps pour voir entièrement les automates à piles, certainement que je vais vous donner quelques détails et le concept des automates à piles, même d'une manière, d'une façon très rapide, mais ce qui est sûr que je vais vous donner quelques concepts, même si ce n'est pas le cas dans un chapitre en entier. Donc, on verra selon le déroulement, vu qu'en mode distanciel, on ne peut pas faire 3 heures d'affilée, c'est ce qui est sûr. Donc, certainement, on va perdre du temps pour chaque séance, ce qui va impacter le volume horaire général. Donc, ça, c'était la première partie. C'est la théorie de langage et automate. Et je vais revenir tout à l'heure pour parler un petit peu de la machine de Turing. Donc, laissons cette partie-là pour après et entamons la deuxième partie qui est la technique de compilation, la TC. Ça, c'est la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, ce sont les différents types d'analyse qu'on peut les avoir au niveau d'un compilateur, à savoir l'analyse lexicale, l'analyse syntaxique, l'analyse sémantique. Donc, dans notre cas, on va se limiter aux 2 types d'analyse, l'analyse lexicale et l'analyse syntaxique uniquement. Je parle toujours et je dis toujours uniquement, faute de temps, puisqu'on aura seulement 42 heures. Donc, peut-être que vous n'avez pas l'idée, mais 42 heures, ce n'est pas suffisant pour aborder toutes les parties de ce module-là. Donc, au niveau du chapitre 1 de la technique de compilation, qui va être la suite, on va voir des généralités et on va voir qu'est-ce que ça veut dire une unité lexicale, c'est quoi un lexème et c'est quoi un modèle. Accompagné, bien sûr, d'un TB et d'un TP avec le langage flex. Enfin, en fait, le flex, c'est un analyseur lexical qui permet d'analyser lexicalement le code introduit par un utilisateur. Donc, d'ici là,
Vous pouvez faire une très petite recherche concernant le flex, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, de toutes les façons, on va le voir ensemble dans le cadre d'un TP. Et finalement, la dernière partie, ça va être l'analyse syntaxique, à savoir quel est le rôle de l'analyseur syntaxique, comment on fait pour éliminer une récursivité à gauche, qu'est-ce que ça veut dire une récursivité à gauche, comment factoriser une grammaire à gauche et analyser syntaxiquement un code d'une manière descendante. Donc, on va se limiter à l'analyse descendante au niveau de l'analyse syntaxique. Donc, pour vos informations, il y a aussi une analyse qui est ascendante et pour votre niveau, c'est hors de votre programme d'aborder l'analyse syntaxique ascendante. Donc, ça, c'était d'une manière générale notre plan d'étude qu'on va l'aborder petit à petit. Concernant la note, et normalement, tous les étudiants, ils se posent toujours la même question, comment on calcule la note de la théorie de langage et automate. Donc, pour calculer la moyenne au niveau de ce module-là, on a besoin de 3 notes. Une note de contrôle continu, une note du devoir surveillé, c'est le DS, et une note de l'examen. Donc, la note de contrôle continu, elle est pondérée avec le DS à 40%. L'examen, il est pondéré à 60%. Ça, c'est dans le cas normal. Donc, pour avoir une idée de ce que ça veut dire le temps normal, en troisième année, on a 38 classes, 3 à 1 jusqu'à 3 à 38. Et on a les quatrièmes années Info B de 1 jusqu'à 6. Jusqu'à quatrième année Info B 6. Donc, on a divisé ces classes-là en 2 parties. Qu'est-ce que ça veut dire? Troisième année à 20 jusqu'à la troisième année à 38, on veut la TLA au niveau du semestre 1. Au niveau du semestre 1. Le reste des classes, ils vont voir la TLA au niveau du semestre 2, à savoir troisième année à 1 jusqu'à la troisième année à 19. Plus les quatrièmes années Info B. Les 6 classes. Ils vont voir ce module-là en semestre 2. Donc, au niveau du semestre 1, avec les troisième années à 20 jusqu'à A38, on n'a pas eu une note de contrôle continu et on n'a pas fait de DS. Comme vous le savez déjà, on n'a pas pu faire le DS au niveau du premier semestre. Donc, la moyenne de la théorie de langage était à 100% examen. C'était le cas pour les troisième années à 20 plutôt, jusqu'à A38. Donc, ils vont avoir une seule note qui va être considérée comme étant la moyenne, c'est la note de l'examen. Donc, ils n'ont pas pu avoir une note de contrôle continu et une note de DS. Donc, dans votre cas, on ne sait pas encore. Est-ce que la situation, elle va être rétablie? Si on va poursuivre nos séances en mode présentiel, à 100% présentiel, ce qui est sûr, on va avoir une note de contrôle continu et une note de DS. Dans le cas pire, si on va pas avoir, on va continuer en mode distanciel, certainement, on va avoir uniquement l'examen. Donc,
ça dépend de l'évolution de la situation sanitaire dans notre pays, de ce coronavirus Covid-19, Covid-20, Covid-21. Je n'arrive pas à trouver un nom exact pour cette pandémie-là. Donc, espérons que la situation elle va s'améliorer. Si c'est le cas, vous allez avoir la formule 40-60. Sinon, ça va être du 100% examen. Est-ce que je suis clair à ce niveau? Oui. Oui, monsieur. Parfait. Oui, c'est clair. Parfait, très bien. Donc, ça, c'était une présentation générale de notre plan d'études. Donc, où on est en train d'utiliser le compilateur, dans quelle partie de notre vie quotidienne on utilise les compilateurs. Ce qui est sûr, que vous êtes en train de l'utiliser au niveau des traitements de texte. Vous êtes en train d'utiliser un compilateur au niveau de vos codes sources, au niveau des langages de programmation, au niveau aussi des langages naturels. Toutes ces parties-là nécessitent impérativement l'utilisation d'un compilateur. Aussi, on peut utiliser les compilateurs et les langages pour les modèles de calcul et pour les conceptions d'algorithmes. Donc, pour vous éclaircir l'idée petit à petit, quand je vais remplir un formulaire au niveau de l'Internet, à titre d'exemple, c'est un formulaire d'inscription à un événement bien déterminé. Je vais introduire des informations. Certainement, s'il va me demander de fournir l'adresse email, si je vais introduire une adresse email qui est erronée, dans certains formulaires, ils vont détecter que l'adresse qui a été saisie, elle est erronée. Avez-vous posé la question comment il a pu détecter que cette adresse email, elle est erronée? Au niveau du traitement du texte, si je vais écrire au niveau d'un rapport, je vais écrire du texte avec une mise en page, ainsi de suite. Je peux commettre des erreurs. À ce niveau-là, le Word, à titre d'exemple, puisque c'est un logiciel d'édition de texte, il va me notifier des erreurs. Comment aussi il a pu détecter qu'il y en a des erreurs au niveau de mon texte. Et entre-temps, il va me proposer d'autres mots pour remplacer et pour éviter ces erreurs-là. J'ai oublié de terminer un mot par un S. Il me propose le même mot avec un S en retour afin d'éviter l'erreur. Je n'ai pas mis la première lettre en majuscule. Il a détecté que c'est une erreur et il a remarqué ça et il a proposé de mettre en majuscule cette lettre-là. Et plusieurs exemples, vous savez mieux que moi et vous maîtrisez mieux que moi ces exemples-là. Donc, avez-vous posé la question comment au niveau d'un formulaire, on arrive à détecter une adresse email erronée? Comment on peut commettre des erreurs au niveau d'un éditeur de texte? Et comment il va détecter ça? Et comment il va nous proposer d'autres mots de remplacement? Aussi, si on est en train d'écrire un message, soit sur Messenger, soit sur Telegram, soit sur WhatsApp, soit sur Signal, sur n'importe quelle application de messagerie, certainement vous avez remarqué que au moment d'écrire un mot, il va vous proposer des mots qui peuvent être des alternatives dans votre message.
Donc, ce qui est sûr, que vous pouvez cliquer sans continuer l'écriture d'un mot. Vous allez choisir un certain mot parmi cette sélection de mots et pour continuer à écrire votre message. Et vous avez certainement remarqué que même si il vous propose plusieurs mots, il va changer automatiquement le mot qu'il a été écrit déjà. Vous revenez en arrière, vous confirmez l'utilisation de l'ancien mot. À titre d'exemple, nous les Tunisiens, on écrit des textos avec les lettres en français. Donc, certainement, le dictionnaire, il n'arrive pas à savoir ce mot-là. Donc, il va proposer d'autres mots à la place. Et quand même, vous confirmez l'utilisation de votre mot qui est écrit avec un 7, ou bien avec un 9, ou bien avec un 3, pour dire et pour mettre l'accent sur des lettres en arabe, mais écrites sous la forme latine. Donc, ce qui est sûr que si vous allez confirmer le mot une ou deux fois, il va ajouter ce mot-là au niveau de son dictionnaire. Donc, certainement, il y a une phase d'apprentissage. Une phase d'apprentissage. C'est-à-dire, même le dictionnaire de données qui est en train d'analyser votre message, il va être enrichi par des mots qui n'existent pas avant dans le dictionnaire français, dans le dictionnaire anglais. Et après, si vous allez utiliser le même mot, il va le détecter comme étant un mot qui est cohérent. Parce que vous avez insisté à chaque fois à l'utilisation de ce mot-là. Donc, comment ce concept il a été réalisé? Donc, ce sont plusieurs questions qu'on va essayer de vous donner des réponses à ces questions-là via la TLA et la technique de compilation. Donc, certainement, il y a des idées derrière ça, il y a des algorithmes derrière ça, il y a des techniques derrière ça. Donc, ce qui est sûr, qu'on va faire le travail plus ou moins, je dis ça toujours, c'est presque le même travail d'un médecin. Qu'est-ce que ça veut dire? Le médecin, il va avoir, devant lui, il va avoir un problème, il a un patient, ce patient-là, il a une maladie. Donc, pour le médecin, cette maladie, c'est un problème et il doit trouver une solution à cette maladie-là. Donc, on va faire la même chose. On va trouver des solutions à des problèmes, sauf que nos problèmes sont à vocation informatique. Donc, ce sont des problèmes qui ont une liaison avec la programmation, l'informatique, l'ordinateur, le compilateur, et on va trouver des solutions à ces problèmes-là. Donc, la différence entre un médecin et un bon médecin, d'ailleurs, entre parenthèses, un mauvais médecin, ça n'existe pas. Il n'y a pas un mauvais médecin. Il y a juste un médecin et un bon médecin. C'est ça. Ce sont ça, c'est-à-dire les deux types, si on peut les classer. Il n'y a pas un mauvais médecin. Donc, dans notre cas aussi, on va faire le même travail d'un bon médecin, c'est-à-dire on va se baser sur la diagnostic. Donc, on va faire un travail de diagnostic, on va essayer d'analyser le problème, de comprendre le problème parfaitement, afin de trouver une solution qui correspond à ce problème-là. C'est clair? Donc, ça va être en deux mots notre travail tout le long de ce semestre. On va, Inch'Allah, on sera des experts au niveau de cette partie-là, c'est-à-dire l'examination d'une situation avec des problèmes et trouver une solution à chaque problème. Donc, je parle ici au niveau du cadre des langages de programmation, plus exactement des compilateurs.
Donc ça, c'était d'une manière générale l'idée, hein, sur notre travail qu'on va l'aborder. D'ici là, vous allez petit à petit voir de plus près l'image et essayer de se rapprocher petit à petit de la matière et de comprendre la philosophie de la matière qui est totalement différente aux autres matières. Vous allez certainement entendu parler de quelques avis de vos collègues étudiants à propos de cette matière-là. Moi, personnellement, je dis que cette matière, elle est délicate. Elle n'est pas difficile, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Elle n'est pas facile, mais elle est délicate. Parmi les acquis qu'on va les maîtriser et les valeurs ajoutées de cette matière, il y en a une valeur ajoutée qui est indirecte, hein. Donc, elle n'est pas mentionnée dans le plan du cours, mais elle va être acquise d'une manière indirecte. C'est comment réfléchir. Comment réfléchir? Ça, c'est la question. Comment on peut réfléchir? Il y a plusieurs manières de réflexion, sauf que plusieurs manières sont fausses. Il y en a certains d'entre vous qui arrivent à trouver la solution d'une situation de problème en 15 minutes. D'autres, ils arrivent à trouver une solution à un problème bien déterminé en 30 minutes. D'autres, qu'ils ont besoin de toute une journée. D'autres, de tout un mois. D'autres, en 5 minutes. Je parle de quel que soit le problème, hein. Je ne parle pas au niveau de vos études, non. Je parle même dans la vie quotidienne. Ça, c'est l'impact de la matière d'une manière indirecte. Et vous allez remarquer la différence. Ce qui est sûr, d'ici la fin de ce semestre-là, vous allez remarquer la différence. Comment penser, comment réfléchir, comment analyser. Ce n'est pas n'importe comment. C'est pas n'importe quand, c'est pas avec n'importe quelle manière, avec n'importe quelle méthode. Certainement, cette matière, elle va nécessiter une partie, comment dirais-je, une partie de nos cerveaux, à savoir l'intelligence. Il y a une partie de ça, et il y a le flair. C'est ça, le flair. Donc, il faut, et ça s'apprend. Hein. C'est pas un acquis dès la naissance, on est intelligent ou non. Non, ça se travaille. Ça se travaille. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, cette matière, elle est totalement différente. Il faut avoir une belle vision, une vision globale, et une vision qui est détaillée pour tout problème qu'on peut l'avoir. Donc, certainement, on va être face à plusieurs problèmes. Donc, certainement, la vision de l'un ou de l'autre, elle va être différente. Donc, ce qui va impacter la solution, ce qui est sûr. Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau. C'est parmi les acquis d'apprentissage d'une manière indirecte qu'on va les acquérir, c'est comment réfléchir, et je vais vous garantir, Inch'Allah, l'acquisition de cet objectif-là, même d'une manière qui est indirecte. Vous allez voir que votre manière comment penser, elle va être différente et elle va être modifiée avant ce cours et après ce cours-là. Inch'Allah, bien sûr. Donc, d'ici la fin de ce module, vous allez avoir une image qui sera claire au niveau de la matière. Vous pouvez à ce niveau construire votre puzzle concernant la matière, plus ou moins, au fur et à mesure de l'avancement des séances. Donc, ça, c'était d'une manière générale. Je vais profiter à ce niveau-là pour
vous poser une très petite question et suite à cette question-là, je vais vous raconter une très petite histoire. Avez-vous déjà pensé pourquoi le logo de l'iPhone, pour être plus ou moins général, la société Macintosh, pourquoi ils ont choisi comme logo une pomme qui est mordue? Une pomme qui est mordue. Avez-vous déjà posé la question? Quelle est la relation d'une pomme mordue avec l'iPhone, la société Macintosh? باش يفرق انه هذيك تفاحة مش حاجة أخرى. Tufaha. Pour Oui. dire que c'est une pomme, Oui. mais supposons qu'il a fait la différence avec une pomme mordue pour dire qu'elle est une pomme et non pas autre chose. Quelle est la relation entre une société qui fabrique des téléphones, ces technologies-là, la relation entre une pomme qui est mordue ou bien une pomme avec une telle société? Les autres, à part Bilal. À titre de remarque, cette matière, elle se base sur votre réactivité, sur votre participation. Là où il n'y a pas un cours à donner de A jusqu'à Z. Donc le cours, l'avancement de ce cours-là, il dépend de votre vitesse et de votre participation. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'est une matière qui est très différente par rapport aux autres. Donc il n'y a pas un cours que je vais le dicter, dire tac, 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 et salut, à la prochaine. Non, c'est pas ça. L'avancement du cours, il dépend de vos propositions, de vos remarques. Si vous n'avez aucune remarque, on n'aura pas de cours. Donc certainement, je compte beaucoup sur vos réactivités et votre participation, et je parle à tout le monde dans ce cadre. Donc, le logo de l'iPhone, pourquoi c'est une pomme mordue? Monsieur, je viens de voir sur Internet, c'est un Non, Yeshiri, non, non. Pourquoi tu vois sur Internet? Est-ce que tu as l'information? On ne connaît pas la réponse. Ah, dites qu'on n'a pas la réponse. C'est ça. D'accord. C'est ça le but. C'est pas de voir l'explication, mais est-ce que vous avez déjà posé la question? Pourquoi c'est une pomme mordue? Il faut se poser la question. Est-ce qu'on admet que le logo, ok, mais il faut réfléchir. Mais pourquoi une pomme qui est mordue? Sans même voir l'Internet. Mais le fait de regarder le logo de l'iPhone, de voir ce logo-là, mais pourquoi c'est une pomme qui est mordue? Quelle est la relation entre une société Macintosh qui fabrique des téléphones portables, qui fabrique des ordinateurs, qui fabrique des écrans de projection, ainsi de suite, des iPads, des tablettes, etc., des écouteurs, plusieurs outils qui ont une relation avec la communication? Quelle est la relation entre une pomme qui est mordue et cette société-là? Donc certainement, il faut poser la question. Mais, puisque vous n'avez pas la réponse, ou peut-être certains d'entre vous ont la réponse et ne veulent pas nous éclaircir et partager avec nous cette réponse-là. Donc, je vais commencer l'histoire dès le début.
Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, à cette époque-là, les Allemands avaient une force qui est imbattable. Du côté force militaire, du côté aussi force technologique, du côté armement, du côté mécanique. Donc, les Allemands avaient une force et ils sont très évolués à ce niveau-là par rapport aux autres pays. Donc, ça, c'est l'Allemagne. Parmi les explications qui ont pu aider les Allemands à avancer sur terrain et à gagner face à tous les pays d'une manière directe ou bien indirecte, c'était leur force militaire, technologique et mécanique. Donc, les Britanniques, par rapport aux Allemands, n'ont pas la même force militaire, n'ont pas la même force technologique, n'ont pas la même force mécanique. Donc, certainement, ils étaient conscients qu'ils ne peuvent pas battre les Allemands avec ces trois forces-là, vu qu'il y a une très grande différence entre les Allemands et les Britanniques à cette époque-là. Donc, les Britanniques cherchaient toujours des solutions et ils sont presque derrière tous les événements dans notre terre, hein, sur notre terre. Donc, certainement, chaque problème, chaque événement entre deux pays, certainement, il y en a derrière les Britanniques. Ça, ce qui est sûr. Si on va s'approfondir au niveau des circonstances, au niveau des causes de chaque événement, qu'on peut le voir ces années-là. Hein. Donc, les Britanniques cherchaient une solution pour vaincre les Allemands et pour arrêter l'avancement des Allemands. Ils n'ont pas la même force militaire, la même force technologique, la même force mécanique. Donc, certainement qu'ils vont chercher une solution ailleurs. Donc, ils avaient contacté déjà un certain enseignant mathématicien qui s'appelle Alan Turing. C'était un enseignant universitaire en mathématiques et physique. Ils ont demandé à M. Alan Turing de chercher une solution de point de vue cryptage. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Allemands, au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, ils utilisaient déjà une machine qui s'appelle Enigma. Cette machine, elle sert à envoyer des messages qui vont être cryptés. Ils utilisent ces messages-là avec la machine Enigma sous la forme cryptée et ils vont les envoyer à leurs soldats sur terrain. Ça, ce sont les soldats allemands sur terrain. Donc, les fréquences radio qui sont envoyées à partir de la base militaire allemande, avec l'Enigma, ils vont être cryptés et envoyés aux soldats sur terrain. Ils vont les envoyer des recommandations, des ordres. On va attaquer une telle ville, on va faire une attaque marine, on va faire une attaque terrestre, on va aller vers cette ville-là, on va se rétrécir,
on va changer de type d'attaque, etc., etc. C'est à travers la machine Enigma. Bien. Donc, les Britanniques, ils ont contacté M. Alan Turing afin de trouver une solution pour cette machine-là. Donc, les Britanniques, ils voulaient décrypter ces messages-là. Donc, il y a des messages radio qui sont cryptés. Les Britanniques, ils veulent savoir la stratégie de l'adversaire. Donc, même si je n'ai pas la force adéquate et la force demandée pour vaincre mon ennemi, si je vais savoir la stratégie de mon ennemi, certainement, je peux gagner du terrain. Ça, c'est ce qui est sûr. On utilise ça même au niveau très basique, c'est-à-dire dans un match de football. On a 2 entraîneurs pour 2 équipes. Mis à part les entraînements, le tactique, la stratégie, le 3-4-3, le 3-5-2, le 4-4-2, etc., etc., on va jouer des balles longues, des balles courtes, on va faire sortir le ballon à droite sur terre, on va le faire sortir par la gauche et on doit passer par le numéro 10, ainsi de suite, on va faire des passes longues vers les attaquants directement. Mis à part ça, mis à part les recrutements, mis à part les entraînements, musculation, etc., etc., on aimerait toujours savoir la stratégie de l'adversaire pour pouvoir le contrer. Pour pouvoir contrer notre adversaire, j'aimerais bien, en tant qu'entraîneur, savoir la stratégie de l'équipe adverse. Donc, même si j'ai une équipe qui est amoindrie, et l'autre équipe, sur papier, elle est beaucoup plus forte que la mienne, le fait de connaître la stratégie de l'adversaire, je peux, à ce niveau-là, élaborer un plan de contre-attaque et je peux contourner ces stratégies-là et je peux gagner le match. Même mes joueurs ne sont pas de haut niveau et du même niveau que l'équipe adverse, même je n'ai pas des gros calibres dans mon équipe, j'arrive toutefois à contourner l'équipe adverse et à gagner le match en sachant la stratégie de l'adversaire. Donc, c'était la même idée des Britanniques. Ils voulaient savoir à l'avance la stratégie des Allemands, même s'ils ne sont pas capables de vaincre les Allemands du côté force militaire, etc. Mais quand même, si on arrive à savoir la stratégie, on peut contourner et on peut contre-attaquer et on peut à ce niveau-là même arrêter cette Deuxième Guerre mondiale. Donc, puisque M. Alan Turing n'est pas du service militaire et n'a pas eu une formation militaire, donc il a demandé aux conseillers militaires et aux généraux britanniques quelle est la première information à être envoyée de la base militaire vers les soldats, puisqu'il n'a aucune connaissance du point de vue militaire. Il a demandé quelle est la première information que normalement la base militaire ou bien les généraux, ils doivent l'envoyer aux soldats sur terrain. Cette première information-là. C'est juste la première. Il a demandé juste la première information. À ce niveau, la réponse était l'état de la météo. La météo. La météo, c'est la première information qu'il faut savoir dans ce genre de situation. Au niveau du guerre, on cherche toujours à savoir l'état de la météo. Pourquoi? Parce que l'état de la météo, c'est un paramètre qui est très important pour décider de la stratégie d'attaque. C'est-à-dire, pour faire une attaque
marine, il faut que l'état de la météo soit favorable pour faire ce type d'attaque-là. Pour faire une attaque qui est terrestre, ou bien pour faire une attaque qui est aérienne, il faut que l'état de la météo, elle favorise ce type d'attaque-là. Donc certainement, comme aussi les pêcheurs, avant d'aller, avant de commencer leur travail journalier, certainement ils vont demander l'état de la météo pour savoir. Même, comme vous le savez déjà, les pilotes, la première information qu'ils doivent connaître avant de décoller et avant de programmer un vol, c'est l'état de la météo. Donc ça, c'est très important. Donc même nous, les citoyens, il faut avoir une idée sur l'état de la météo si on va faire un long trajet. Donc ça a un intérêt certainement sur le trajet et sur le déplacement. Donc ce qui est sûr, c'est la même chose au niveau du militaire aussi. Donc la première information, c'était la météo. Donc M. Alan Turing, il a essayé il avait une idée, c'est de capturer le premier message qui va être crypté, hein, c'est une fréquence radio, donc il peut la capter facilement, et ce message-là, il est crypté, c'est un message qui est crypté, et il va essayer de le comparer avec le message de la radio allemande officielle. Radio allemande, c'est le message de la météo. On sait tous que l'état de la météo, au niveau des radios, elle est en clair, c'est-à-dire aujourd'hui, le 19 janvier 2021, il fait beau, la température, elle est de 25 degrés, la vitesse du vent, elle est de je ne sais pas quoi, il ne fait pas froid, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est l'état de la météo au niveau de la radio ordinaire, officielle, elle est accessible à tout le monde, par tout le monde. Et le premier message envoyé par la base militaire, c'était un message crypté. Il a eu l'idée, pourquoi pas, on n'essaye pas de vérifier, est-ce que le message crypté, il correspond, le premier message crypté, est-ce qu'il correspond à l'état de la météo ou non? C'est-à-dire, j'ai un symbole ici qui n'est pas connu, je ne sais pas, puis j'ai un autre symbole, puis j'ai plusieurs symboles, c'est un message qui est crypté, à titre d'exemple. Et j'ai le message en clair. Est-ce que j'arrive à identifier le premier caractère avec le premier symbole crypté, le deuxième caractère avec le deuxième symbole crypté, etc., etc. Donc, il a eu cette idée-là et il a réussi à décrypter le message et à avoir un message qui est en clair, qui est compréhensible. Donc, il a fait l'extraction d'un modèle, c'est-à-dire, à titre d'exemple, ce symbole-là, il correspond à ce symbole. Le symbole crypté, il correspond au deuxième symbole non crypté, ainsi de suite. Et ça, c'était le modèle. Pour vérifier est-ce qu'il a eu le bon modèle ou non, il a testé ce modèle-là sur le deuxième message crypté. Sur le deuxième message crypté, qui n'a aucune relation avec l'état de la météo. Et il a trouvé que c'était un message qui est compréhensible et qu'il peut le lire et qui a une signification. Donc, ainsi, il a obtenu le modèle pour décrypter les messages déjà cryptés. Et à ce niveau, les Britanniques étaient dans la possibilité de lire tous les messages envoyés par les Allemands à leurs soldats. C'était un livre ouvert. Donc, les Britanniques
arrive à détecter les messages cryptés, les décrypter et lire et savoir la stratégie des Allemands. À ce niveau-là, les Allemands ont commencé à perdre du terrain petit à petit. Puisque si les Allemands, par exemple, prévoient l'attaque d'une ville X, les Britanniques, ils savent déjà à l'avance que les Allemands, ils vont attaquer la ville X, donc ils vont prendre leur distance et certainement, ils vont contre-attaquer les soldats qui existent dans une caserne. À titre d'exemple, 100 soldats, ils sont isolés dans une autre caserne, ils étaient 1000, donc 900, ils vont faire l'attaque à cette ville X et il reste 100 dans la caserne en garde. À ce niveau-là, les Britanniques, ils vont contre-attaquer le reste et ils vont prendre leur distance au niveau de la ville X. Ainsi, les soldats qui vont revenir pour le regroupement final, ils vont trouver que leurs collègues ont déjà été attaqués. Et ainsi de suite, l'idée, elle se répète du jour au jour, le matin, l'après-midi, la nuit, ainsi de suite. Et les Allemands ne savaient pas que leur message était décrypté par les services secrets britanniques. Donc, à ce niveau, la machine avec laquelle Alan Turing a pu décrypter les messages des Allemands, c'était la machine de Turing. Donc, on avait la machine Enigma, c'était la machine des Allemands, et la machine de Turing, c'était la machine des Britanniques. Donc, ainsi, les Allemands ont perdu des terrains et c'était le début de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était ça la cause principale de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les Britanniques ont pu savoir la stratégie de leur adversaire. Donc, leur adversaire, il commençait à perdre du terrain petit à petit, avec les Américains aussi, avec les Français, avec les Italiens, ainsi de suite. Donc, les Allemands ont été battus et la Deuxième Guerre mondiale, elle est finie du jour au lendemain. Donc, M. Alan Turing, avec son intervention, avec la création de la machine de Turing, il a pu arrêter cette Deuxième Guerre mondiale. Donc, où est le rapport maintenant, monsieur, avec la pomme mordue? Juste un petit instant. Steve Jobs, lorsqu'il a voulu créer son entreprise, c'était le Macintosh. Il a voulu mémoriser M. Alan Turing. Puisque Alan Turing, il a déjà travaillé avec les services secrets britanniques, donc, comme vous le savez, si on travaille avec les services secrets britanniques ou bien d'un autre pays ou même avec la mafia, certainement, on va être éliminé. C'est ce qui est sûr. Puisque le fait de travailler avec les services secrets d'un pays ou d'un autre, ça revient à rencontrer des personnes qui sont hautement placées, qui sont des généraux, qui sont des cadres, qui sont des directeurs, qui sont des hommes d'ombre. Donc certainement, Alan Turing a rencontré ces personnes-là, ces généraux-là. Donc certainement, il a connu beaucoup de personnes, beaucoup de détails. Il a rencontré, il a pris beaucoup d'idées sur cette boîte noire des personnes-là. Donc, ce qui est sûr, il faut éliminer Alan Turing. Donc, une fois Alan Turing, il est revenu pour enseigner, continuer son travail après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a mis du poison au niveau du repas d'Alan Turing, donc pour l'éliminer et pour cacher les secrets qui ont été déjà dévoilés
est connu par Alan Turing. Donc, ils ont mis du poison au niveau de son repas. Le temps où le poison il va circuler et il va commencer à faire ses effets et ses dégâts, Alan Turing était en train de prendre son déjeuner et la dernière chose qu'il a pris, c'est il a pris une pomme, il a mordu cette pomme-là et à ce niveau, le sang, plutôt le poison, il a, euh, il a, il a arrêté d'une manière ou d'une autre la vie d'Alan Turing à un moment donné. Donc, le temps où le poison il circulait, donc Alan Turing a pris son dessert et la dernière chose qu'il a touchée, c'était la pomme et il l'a mordu. Euh, donc, finalement, la chose qui a resté et qui a été touchée la dernière par Alan Turing, c'était une pomme mordue. Parmi les affaires, les papiers, les stylos, tout ça, la craie, la chaise et tout ça. Donc, parmi tous ces objets-là, il y avait une pomme mordue. Donc, puisque Alan Turing, il a créé la machine qui a pu arrêter la Deuxième Guerre mondiale, finalement, c'est quoi cette machine-là? C'était le premier prototype de l'ordinateur. C'était le premier prototype de l'ordinateur. Donc, puisque Steve Jobs il a voulu mémoriser Alan Turing, puisqu'il est l'inventeur du premier prototype de l'ordinateur, il a voulu choisir comme logo la dernière chose qui a été choisie et qui est la dernière chose qui a été touchée par Alan Turing, c'était la pomme. Donc, c'est pour ça que le logo de l'iPhone et le logo de Macintosh étaient la pomme mordue, puisque Alan Turing, on l'appelle, depuis ces jours-là, on l'appelle le père spirituel de l'informatique. C'est le père spirituel de l'informatique, puisque la machine de Turing, c'était le premier prototype de l'ordinateur. Ce qui est sûr, ce n'est pas l'ordinateur de nos jours. Il n'y avait pas des écrans, un clavier, des touches et tout ça. Donc, il y avait de la mémoire. C'était un ruban qui va jouer le rôle d'une mémoire et une lentille de lecture et elle va se déplacer après chaque lecture, elle va se déplacer soit à droite, soit à gauche. Donc c'était ça l'idée de la machine de Turing, c'est le fait de lire la séquence cryptée et selon chaque symbole qui va être lu, il va être remplacé par un autre et il y a un déplacement soit au caractère suivant, soit au caractère précédent plutôt. C'est-à-dire le déplacement soit à droite, soit à gauche, et c'était la tête de lecture avec le ruban qui va jouer le rôle d'une mémoire, c'était la RAM. Donc, c'était le premier prototype de l'ordinateur, et c'est pour ça que le logo de l'iPhone était une pomme mordue pour mémoriser Alan Turing qui était l'inventeur plutôt du premier prototype de l'ordinateur. Donc c'était ça toute l'histoire de la pomme mordue, toute l'histoire d'Alan Turing. Donc je reviens maintenant vers le plan d'études. Je vous ai déjà promis tout à l'heure de revenir à cette partie-là, qui est la machine de Turing. Donc, toutes les parties qu'on va les voir, hein, toutes ces parties-là, elles sont incluses dans la machine de Turing, qui n'est autre que l'ordinateur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair l'idée? Oui, monsieur. Oui, c'est clair. Oui, monsieur. Parfait, c'est bien. Donc, avez-vous des questions?
Avez-vous des remarques? Avez-vous des questions? Avez-vous des interrogations sur le module avant de l'entamer d'une manière officielle la semaine prochaine, Inch'Allah? Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié d'en parler au niveau de cette présentation? On a parlé de la note, on a parlé du plan d'études, on a parlé de déroulement, on a parlé de l'esprit de la matière, de la naissance de la matière, comment ça a pu exister, l'histoire de la naissance, et normalement, c'est ça. Avez-vous des remarques? Allô? Oui ou non? Non, pas de remarque. Pas de remarques. C'était Mohamed, les autres. À part Mohamed, les autres. Avez-vous des remarques? C'est clair, non? Non, c'est clair. Parfait. Yassine, Ashraf. C'est clair. Chérine, c'est bon? Ça va, c'est bon. Ça va? Quand c'est bon, Olek, nous ça va. C'est bon. Parfait. Ons, Nour, Rahim, c'est bon? Parfait, très bien. Ben, donc, je vous remercie énormément. Donc, on arrive à la fin de notre séance. C'était une séance introductive pour vous mettre à la page sur l'aspect de cette matière-là, l'avancement, le module, d'une manière générale, le plan d'études. Inch'Allah, on va commencer le travail concernant le premier chapitre, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc, je compte sur votre présence. Et même pour les absents d'aujourd'hui, j'aimerais bien qu'ils soient présents la prochaine fois. Donc, très prochainement, je vais vous envoyer. Mohamed, le micro, Mohamed. مسيو بالله لا مش نقول كلمة. تفضل. مسيو بالله حاول السيونس الجاية تبسطلنا والله لا فهمت شي خاطر اش الماتيريال اش تحتاج. والله ما فيها شي معناها. J'ai pas enseigné, Mohamed. Mohamed, عرفت. j'ai rien enseigné aujourd'hui là. J'ai parlé de tout et de rien. Voilà. اي جوست معناها كي نطبوا في الصحيح هكا حاول نفسر لنا بالكدا مسيو خاطر ما عندناش عليها فكرة الماتيريال. T'inquiète. À ce niveau, t'inquiète. Donc, soyez sûr que tout va être clair, bien sûr. Bien évidemment, je compte sur votre travail aussi, sur la révision de la séance qui va être enregistrée, donc sur les exercices qui doivent être faits. Donc, d'une part, je vais fournir le maximum de moi-même et d'autre part, j'attends le maximum de vous-même aussi. C'est clair? Ok, merci. C'est clair. Parfait, très bien, parfait. Donc, à comme ça, je vous remercie énormément. On va se voir, Inch'Allah, la semaine prochaine. Espérons que ça va être en mode présentiel. Bien sûr, si la situation s'est améliorée. Sinon, on va continuer en mode distanciel. Et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Et Inch'Allah, prenez soin de vous, de vos proches. Inch'Allah, bonne continuation. Et je vous remercie encore une fois. Merci tout le monde.